Clameur, parole d'intérieur. C'est dans le cadre de la manifestation littéraire Clameur, qui se déroule chaque premier week-end de juin à Dijon, que s'est construit ce projet de podcast entre la bibliothèque municipale et les personnes détenues, avec le soutien de la maison d'arrêt et du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette année, c'est autour du thème des orages intérieurs que la bibliothèque a invité 3 auteurs et autrices de polar, Sophie Le Barbier, Romain Puertolas et Jean-Marc Souvira. Les personnes détenues ont pu lire les 3 livres et se retrouver pour discuter de leur lecture lors d'une séance avec les bibliothécaires. Ils ont également pu réfléchir aux questions qu'ils et elles souhaitaient poser aux auteurs et autrices, lesquels ont ensuite pris le temps d'y répondre à notre micro. Tous ces échanges ont donné naissance au podcast que vous allez écouter. Au programme de cet épisode, Les Ravissantes de Romain Puertolas. Pour commencer, Aurélie, bibliothécaire, vous présente le livre. Arizona, 1976. La petite ville de Saint-Sauveur vit un cataclysme. 3 adolescents, que rien ne relie, disparaissent mystérieusement la même semaine. Le shérif Golden et son adjoint Evans sont chargés de l'enquête. Le livre s'ouvre sur une scène apocalyptique et se poursuit sur une conversation en prison entre un journaliste et la personne qui semble être l'auteur des enlèvements et qui accepte de livrer son récit. Le journaliste commence par raconter l'histoire de Saint-Sauveur. Fondée au XVIIe siècle par Sauveur Jacoto et sa colonie de missionnaires bourguignons, la ville se situe près de la frontière mexicaine. Une petite ville tranquille qui s'épanouit au fil des siècles, sans histoire, jusqu'à ce que la communauté des sauveurs s'y installe. Emilio Ortega, ancien entrepreneur mexicain, devenu gourou après une révélation, il est Jésus-Christ ressuscité, a élu domicile dans un ancien dépôt de pain cerné de hauts murs, avec une petite société d'hommes, de femmes et d'enfants, plutôt hippies, mais aussi des marginaux et des délinquants. Son discours : tous ceux qui rejoindront sa communauté seront sauvés des flammes lorsque Dieu fera éclater sa colère divine contre la cruauté de ce monde. Très vite, la ville de Saint-Sauveur se scinde. La communauté, à l'intérieur des murs, et la population, voyant d'un très mauvais œil ces illuminés menés par un gourou. Lorsque les disparitions des adolescents, Nick, Jessica et Elliot, surviennent, les parents se rencontrent, échangent et sont persuadés que la communauté est à l'origine des enlèvements. Les mères se révèlent être les plus tenaces et prennent la tête d'une contestation car elles pensent que la police n'envisage pas assez sérieusement cette piste. Le shérif Golden est sous pression. D'un côté, aucune piste ne mène directement à la communauté des sauveurs. De l'autre, la population est surchauffée. Et pour ne rien arranger, les témoignages d'habitants déclarant apercevoir d'étranges lumières dans le ciel se multiplient. Avec un réel talent, Romain Puertolas dresse une histoire pleine de rebondissements où le vrai et le faux s'entremêlent sans cesse. Sous couvert de vérité paranormale, différentes histoires se croisent au sein de cette Amérique des années 70. Et c'est avec un art consommé de la révélation que la chute finale surprendra le lecteur ou la lectrice. Vous allez maintenant écouter l'interview des auteurs par les personnes détenues. Pourquoi avoir placé l'action aux États-Unis ? Alors pourquoi aux États-Unis ? Parce que, déjà c'était pour varier de mes livres précédents. J'avais mis l'histoire en France, avec La police des fleurs et Sous le parapluie d'Adélaïde. Donc avec Les Ravissantes, je voulais un petit peu changer, trouver quelque chose d'exotique. Et puis les États-Unis, surtout cette partie, Tucson, donc l'Arizona, me paraissait un bon décor pour une disparition. C'est un décor qui est très aride, chaud, il n'y a pas de végétation. Et donc voilà, c'est comme si des enfants disparaissaient, alors qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière les arbres, on va dire. Voilà, c'est pas des forêts touffues. Donc on se demande vraiment où ils ont bien pu passer. Et donc voilà pourquoi mon souhait pour les États-Unis, pour me documenter. J'aime beaucoup les États-Unis et surtout j'aime beaucoup la figure du shérif. Voilà. Donc voilà pourquoi les États-Unis. Est-ce que ça a nécessité une documentation spéciale ? Ah oui, beaucoup, et puisqu'en plus, il y a l'effet du temps. On est en 1976, donc j'ai beaucoup dû me documenter pour les États-Unis à cette époque-là, concrètement. Donc oui, alors ce qui est merveilleux avec la documentation, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, c'est beaucoup de travail, mais on apprend des choses, et c'est ces choses qu'on apprend aussi aux lecteurs qui passionnent. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là de documentation. Ouais.
Comment passe-t-on de la profession de policier à celle de romancier? Et du coup, quel message souhaitez-vous faire passer par le roman, la fiction? Oui, bah moi c'est plutôt à l'envers, puisque on va dire que j'étais romancier avant d'être policier, et je suis entré dans la police à 35 ans, alors que j'écris depuis l'âge de 7 ans. Donc vraiment, la lecture et l'écriture sont deux choses qui m'ont tout le temps accompagné dans la vie. J'ai toujours un livre sur moi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours lu. Et j'ai exercé beaucoup de métiers. Et le dernier en date a été justement dans la police, puisque quand j'étais enfant, je voulais être inspecteur de police. Et j'ai fini par ce métier-là. Et puis finalement, avec le Fakir, eh bien, j'ai dû prendre une disponibilité. Et je suis donc devenu écrivain à part entière. Ce qui est encore mieux, puisque là, on a toutes les professions, on peut être ce qu'on veut, quand on veut, sans avoir à passer de diplôme, sans avoir à attendre des années. Donc c'est vrai que c'est un écrivain, c'est un peu la profession parfaite pour quelqu'un comme moi, qui est très curieux, qui a changé énormément de profession, qui a déménagé 40 fois dans ma vie, qui a vécu dans plusieurs pays. Être écrivain, c'est merveilleux, parce que je peux continuer à faire ça, mais tout en gardant maintenant une sécurité et un confort, on va dire, que je n'avais pas avant. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans le polar, un genre différent de vos livres précédents? Ouais, alors ça c'est marrant, parce que moi je me considère pas justement un écrivain de polar, même si on m'invite quelquefois dans des salons polar et tout ça. Parce qu'il y a un polar, il y a quand même une certaine ambiance, certaines personnes qui font ça, et moi c'est pas du tout mon monde. Donc c'est pour ça que les gens me disent: ah, vous écrivez des histoires ou des polars, des policiers, mais qui sont très originaux et tout. Oui, parce que c'est pas justement dans le code du polar ou dans le. Donc pourquoi j'en suis venu à là? Oui, toute ma vie, j'ai dit que j'écrivais pas du policier, puisque comme j'étais policier, je ne trouvais pas très intéressant de faire ça aussi en dehors de ma profession. Mais j'avais dit, si j'écris des policiers, ce sera des policiers originaux, des policiers marrants, que j'avais fait dans tout un été sans Facebook, par exemple. Ou des policiers, mais avec des gros twists, des grosses surprises. C'est ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est des surprises. Et là, dans Les Ravissantes, si vous regardez, celle qui enquête, c'est vraiment les mères des enfants disparus, et pas forcément le shérif. Le shérif a un petit rôle, on va dire. Donc, c'est pas la police qui enquête. Et c'est ça que j'aime, c'est quand c'est pas la police qui enquête. Voilà. Comment trouvez-vous votre idée de départ? Est-ce que vous connaissez la fin de votre récit dès le début de l'écriture? Alors oui, pour mes livres avec twist, je dois obligatoirement savoir la fin, puisque je vais écrire le livre en fonction de la fin. Mes fins sont toujours très liées aussi à la polysémie des choses, au jugement brusque, c'est-à-dire que je vous parle de quelque chose et vous allez directement penser justement à la mauvaise acception de cette histoire. Et c'est ce que j'aime, c'est-à-dire mettre le lecteur en erreur avec son propre jugement. Et à la fin, justement, je vous dis, non, vous aviez mal compris, il fallait penser l'autre chose. Et donc ça, évidemment, il faut que je le sache dès le début, puisque les mots vont être choisis et l'action, tout va être fait pour justement porter à cette fin. Donc il me faut la fin obligatoirement. C'est le grand changement avec mes livres comme Le Fakir ou La Petite Fille. Tout ça, c'était des livres où il n'y avait pas forcément une fin surprise, et donc je ne savais pas où j'allais. J'écrivais comme ça au gré du vent. Alors que maintenant, non, c'est beaucoup plus structuré. Voilà, je dois avoir forcément la fin qui est la claque que je vais donner au lecteur. Voilà, donc il me faut la claque avant de commencer. Comment faites-vous votre travail de recherche pour construire votre histoire? Alors oui, la recherche, ça se fait là, c'était surtout au niveau de l'époque, au niveau du temps, en 1976, que j'ai pas connu, j'avais 1 an, et les États-Unis à cette époque-là. Donc toutes ces recherches sont plutôt pour l'atmosphère, pour la véracité, les détails, des matériels utilisés à l'époque, ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Je suis toujours étonné par les choses qui n'existaient pas à l'époque. Bon, même si les États-Unis étaient beaucoup plus avancés que la France, il y a plein de choses qui n'existaient pas à cette époque-là. Donc on pense tout de suite, on se dit, il boit un Coca, ah mais tiens, mais est-ce que Coca-Cola existe, et c'est ça en permanence, on doit s'arrêter presque à chaque phrase. C'est la grande différence avec quand on écrit un récit qui se passe maintenant, où là il n'y a aucun doute, on sait ce qu'il y a maintenant. Par contre, quand c'est des choses à l'époque, avec La Police des Fleurs, j'avais écrit en 1961 en France, et là aussi, on se demande, tiens, c'était caché, venait à peine d'apparaître, quoi. Donc il faut tout chercher.
Donc la documentation a une très grande importance pour la véracité surtout. Pas forcément pour l'histoire ou l'enquête en soi, mais pour la véracité et qu'on croit à ces personnages et qu'on croit en ces situations. Comment on se sent une fois l'écriture d'un livre terminée? Est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner en cours de route? Alors j'ai déjà abandonné 1000 fois, bien entendu. J'en ai plein, mais mon ordinateur, des romans de 50 pages, voilà, qui sont... Parce qu'il faut que je sois passionné pour écrire. Bon, je pense que c'est quelque chose que tout écrivain dira, c'est qu'il faut vraiment être à 1000% dedans, se passionner pour l'histoire qu'on raconte, être avec nos personnages et vivre que pour ça. Et à partir du moment où j'ai plus rien à raconter, où je suis plus porté par l'histoire, j'arrête. Donc effectivement, j'ai beaucoup de projets avortés dans mon ordinateur. Ne sont publiés que ceux que j'ai portés vraiment jusqu'au bout. Parce que même j'ai des romans terminés, j'ai énormément, parce que je produis énormément, j'écris très très vite. Je peux écrire un livre en 12 jours. Donc je me retrouve avec des centaines de romans. Et il faudra que j'en choisisse un, ce sera celui que je propose à ma maison d'édition. Donc vraiment celui dont je suis le plus fier, celui que je peux porter jusqu'au bout. Donc oui, c'est vraiment depuis le début, depuis la première phrase jusqu'à la dernière, c'est le projet qui gagnera, ce sera celui par lequel je serai vraiment passionné. Voilà. Et une fois que j'ai fini un roman, en général, j'en ai déjà commencé un autre. Donc je ne suis pas quelqu'un qui s'attache, il y a beaucoup d'écrivains qui disent « Ah, c'est mon bébé, j'ai eu du mal à me défaire des personnages, machin ». Non, pas du tout, moi. J'ai aucune... c'est pas des personnages humains, donc... il n'existe... moi, il n'y a pas de biographie, je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent la biographie de leurs personnages et tout, savoir quand ils sont nés, ce qu'ils mangent et tout ça. Non, ce qui n'est pas dans l'histoire, c'est comme au cinéma. Ce qui n'est pas dans le cadre, ce qui n'est pas dans le focus de la caméra, n'existe pas au cinéma. Pour moi, c'est pareil dans un livre. Ce qui est en dehors n'existe pas. Les personnages n'existent pas en dehors de leurs actions, de leurs dialogues, de leurs pensées dans le livre. Donc, j'ai pas besoin de faire un travail extra sur ceux qui sont. Ils n'existent pas. Et je m'attache pas à eux. Je passe à d'autres personnages. Voilà, il y a tellement de personnages que je m'attache à aucun. Donc, voilà. Est-ce difficile de se lancer dans le métier d'écrivain? On se pose pas la question. En tout cas, moi, je me suis pas posé la question. Le plus difficile, c'est... moi, j'écris depuis que j'ai 7 ans, 8 ans à peu près, des petites histoires, puis après des romans. Jusqu'à 37 ans, j'ai écrit des livres que personne n'a lu, je veux dire, à part ma femme ou même pas ma mère, j'allais dire, mais bon, je veux dire, à part des gens très autour de moi, puisque j'ai été publié à l'âge de 37 ans, c'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit avant n'a servi à rien, si ce n'est à moi, à m'entraîner, à pratiquer, voilà. Mais donc on se dit pas, je vais devenir écrivain, ou en tout cas moi, non, je pensais pas d'ailleurs être écrivain, je voyais ça inaccessible. Ça a été un accident, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écrivais un manuscrit, j'envoyais à des maisons d'édition. J'ai eu 22 lettres de refus. Et puis un jour, une maison de publication, le Dilettante, m'a publié Le Fakir, et puis ça a changé ma vie du jour au lendemain. Et donc, j'ai pas eu à me dire je vais être écrivain. C'est-à-dire que j'ai été obligé là d'être écrivain parce que ça a chamboulé, ça a été une tornade. Donc, j'ai pas eu cette réflexion de je veux être écrivain ou pas. Et quand j'étais petit, j'adorais lire, mais jamais je me suis dit je veux être Jules Verne et je veux être Agatha Christie. C'est pas possible de se dire ça. Donc voilà, c'est arrivé par accident, un peu, entre guillemets. Ouais. C'est la vie qui nous réserve toujours des surprises comme ça. Pour ça, il faut jamais abandonner. Mais jamais abandonner à 5 minutes du miracle, on dit. Clameur, parole d'intérieur.